Bien, alors je vous propose qu'on commence. On a déjà une trentaine de participants, donc les gens nous rejoindront au fur et à mesure, mais on peut déjà commencer par l'introduction. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour le webinaire sur les écomatériaux, et donc quelle application c'est possible d'en faire pour le secteur de l'immobilier. Donc ce webinaire sera l'occasion de présenter les travaux étudiants qui ont été réalisés sur le sujet et d'avoir quelques retours d'expérience également. Alors, donc aujourd'hui, à l'ordre du jour, donc nous allons, donc l'OID introduira cette présentation. Donc moi-même, responsable de programme gouvernance des sociétés, ainsi qu'Adrien Sanchez, vice-président de l'OID, responsable des corps d'état secondaires chez Bouygues Bâtiment Île-de-France et directeur du Master 2 des DMEG à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc ça, ce sera dans un premier temps. Puis nous aurons une présentation des travaux étudiants donc, par Valentin Capdoche, Willy Chevalier, Théo Farge, Maude Galvalizi, Clémence Grenon et Céline Toussaint. Ensuite, nous aurons donc des retours d'expérience avec Étienne Goulet, donc responsable du pôle écomatériaux et activités en thermique, acoustique, vibration du bâtiment au CEREMA, et Guillaume Delannoy, donc adjoint responsable développement industriel et études au CODEM, donc qui est construction durable et développement d'écomatériaux innovants. Donc, ces retours d'expérience seront suivis d'un temps d'échange qui vous permettra donc d'interagir avec nos intervenants. Nous aurons également un temps d'échange juste après la présentation des étudiants, ce qui vous permettra également d'échanger à chaud avec eux sur leur travail. Pour ces prises de parole et ces temps d'échange, nous vous demanderons de bien lever la main en fait pour que nous puissions vous donner la parole, ce qui permettra de ne pas avoir des interventions alors que d'autres personnes sont en train de parler. Ce sera un petit peu mieux organisé. Le support sera mis à disposition sur notre centre de ressources Talouen. Donc, si les intervenants sont d'accord avec cela, leur support sera également disponible. Et puis, nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire, donc vous pourrez également le revoir en replay. Voilà. Alors, donc, en introduction, pardon. Donc la thématique des écomatériaux est traitée par l'OID depuis quelques années déjà, sous différents angles. Donc nous avions intégré cette thématique dans notre référentiel du baromètre de l'immobilier responsable, donc que nous réalisons tous les ans à travers l'enjeu ressources et déchets. Nous avons également fait une étude sur l'économie circulaire en immobilier, qui permettait de donner un aperçu des opportunités et retours d'expérience en matière d'économie circulaire dans le secteur de l'immobilier. Et nous avons également mis en place, publié un certain nombre de décryptages sur les matériaux biosourcés et le réemploi. Voilà, nous avions organisé des task force avec la ville de Paris sur le réemploi des matériaux et sur les matériaux durables pour l'environnement, ainsi que sur les matériaux biosourcés. Donc ça, ce sont des ressources disponibles sur Talouen. En 2020, donc, face à l'intérêt croissant des acteurs immobiliers pour cette thématique, notamment dans le contexte de la RE 2020, actuellement en concertation publique, le sujet a été intégré à notre GT Carbone, puisque plusieurs questions ont été soulevées. Donc, par exemple, quelles sont les solutions bas carbone pour les matériaux en immobilier? Quels freins et leviers à l'utilisation de ces matériaux et comment les acteurs se saisissent-ils de ces questions. Donc on a vraiment observé un intérêt croissant et l'objectif était d'étudier les différents matériaux qualifiés de bas carbone. Et donc, dans ce contexte, nous avions publié 2 décryptages sur le béton sur le béton bas carbone, et sur le bois. Des décryptages également disponibles sur notre centre de ressources Talouen, dont vous avez les liens dans cette présentation qui sera mise à votre disposition. Et dans ce contexte, et dans le cadre des ateliers réalisés par les étudiants du Master des DMEG de Paris Panthéon-Sorbonne, dont Adrien vous parlera tout à l'heure,
6 étudiants ont effectué un gros travail de recherche sur une dizaine d'écomatériaux. Donc, ils vous présenteront tout à l'heure leurs différents livrables. Et j'encourage vivement tous les acteurs de l'immobilier intéressés par cette thématique à se rendre sur Taloen, donc à l'issue de notre présentation et de cette réunion, puisque donc les différents livrables seront disponibles au téléchargement. Voilà, donc je n'en dis pas plus de mon côté et je laisse la parole à Adrien Sanchez qui pourra plus vous présenter le contexte de ces ateliers et son expérience. Voilà. Merci beaucoup Laura. Bonjour à tous. Le Master Développement Durable de la Sorbonne, les étudiants vont vous dire plus concrètement ce que c'est un petit peu après, donc je ne veux pas leur voler la vedette. C'est un master que je dirige depuis quelques années maintenant, qui est une super formation d'ailleurs, soit dit en passant. C'est la deuxième année qu'on réalise des études pour l'OID. Le premier coup, on a réfléchi avec Loïs et Laura en se disant si on essayait de travailler sur tout ce qui concerne le low-tech. Donc on a fait une première session sur le low-tech à l'échelle du bâtiment et on a des étudiants Sciences Po Paris qui sont venus nous rejoindre pour travailler sur le low-tech à l'échelle de la ville. L'intérêt d'une formation comme celle que je dirige, qui est très cohérente avec celle de Sciences Po Paris d'ailleurs, c'est qu'on adjoint tout un tas de compétences, droit, éco, géo, SIG, etc., pour essayer de travailler sur des visions globales. Donc, fort de cette première étude sur la place du low-tech, Laura, je crois que tu as une slide après. Si tu peux la passer, voilà. que je trouve formidable, notamment sur le petit schéma sobriété, accessibilité, réparabilité. L'étude est disponible sur Taloen. Si vous avez un petit peu de temps pour la regarder, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et fort de cette réflexion, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire cette année et on s'est dit, pourquoi ne pas relancer le sujet des écomatériaux, alors biosourcés, géosourcés. Pourquoi Parce que, tout simplement, vous le savez, puisque vous êtes membre de l'OID, un de ses créneaux dans la vie, c'est d'être en avance sur son temps. Donc vous allez me dire, les écomatériaux, bon, on n'est pas forcément en avance. Pour autant, on peut se dire que sur des sujets comme ça, l'avance, elle est sur la compréhension du degré de maturité. C'est-à-dire à quel moment il redevient important de réaborder ces sujets que certes on connaît, ça fait bien longtemps qu'on sait que le bois dans le bâtiment, c'est un sujet sur lequel il va falloir agir. Pareil pour le béton de chanvre ou autre, sauf qu'aujourd'hui, et on va le voir à travers la présentation des étudiants, on estime qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place, qui s'est mis en place. Donc, si je prends ma casquette Bouygues, pour poursuivre cette petite introduction, outre l'OID et ce que ça représente, pour Bouygues, il y a un intérêt réel à travailler sur ces sujets. Bouygues, c'est une entreprise générale de construction. Et l'intérêt pour nous là-dessus, c'est de tout simplement comprendre comment ça marche. Parce que les écomatériaux, on en parle depuis un moment. Aujourd'hui, on sort tout un tas d'explications. Donc, on va comprendre à travers ce que vous allez voir aujourd'hui et ce que vous allez lire peut-être en vous connectant sur Taloen un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont capables de faire? Est-ce qu'on a des artisans qui aujourd'hui sont capables d'installer des écomatériaux un petit peu partout sur le territoire français? Et donc, c'est une utilité très terre-à-terre pour une entreprise comme la mienne, qui est de se dire, en s'appuyant sur les travaux de l'OID, on est capable de proposer et de porter un mouvement comme celui-là, comme celui des écomatériaux, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'on a envie d'être cohérent avec le marché dans lequel on s'inscrit, donc savoir proposer des choses pour les appels d'offres, savoir être sexy pour les permis de construire, ou un peu plus intéressant pour des promoteurs ou des investisseurs, comme certains d'entre vous peuvent être. Mais également, et je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous, c'est être force de proposition. Normalement, si on est adhérent de l'OID, on a bien compris qu'il fallait changer un certain nombre de pratiques, et je pense que cette étude devrait nous permettre d'impacter au moins un petit peu notre façon de réfléchir le bâtiment à travers des solutions constructives. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Adrien. Écoutez, nous n'en disons pas plus. Et voilà. Donc, vous aurez cette étude, comme je vous disais, disponible sur Taloen à l'issue de cette présentation.
Et puis, nous allons laisser la parole aux étudiants pour leur présentation. Donc, je vais couper mon partage d'écran et je vais les laisser partager leur support. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Oui. Super. Super. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce rendu de travaux sur lequel nous avons travaillé au cours de ces 6 derniers mois. Donc, comme vous l'ont présenté Laura et Adrien, nous avons effectivement eu à travailler sur les matériaux biosourcés et géosourcés dans l'immobilier. Et donc, nous avons notamment travaillé donc 6 étudiants et en partenariat donc, avec Adrien, Laura, également Madame Jacolin, Monsieur Buteil, Madame Renoir et Monsieur Pénaramos. Donc, nous allons vous présenter à présent les travaux sur lesquels nous avons travaillé. Dans un premier temps, donc, je vais revenir sur le travail, donc sur notre mission et les objectifs qu'on a souhaité, auxquels on a souhaité parvenir. Également, donc, la manière dont on a établi les choses, les fiches synthèses, le benchmark et les vidéos qui sont les 3 livrables sur lesquels nous avons travaillé. Donc, comme on vous l'a expliqué, nous venons du Master 2 Développement durable, Management environnemental et géomatique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, nous sommes 6 étudiants qui venons d'un parcours assez pluridisciplinaire. Parmi nous, donc, il y a des économistes, des géographes, des juristes et des ingénieurs de formation en géomatique. Donc, je m'appelle Valentin Cabédoche et parmi nous, il y a Will Chevalier, Maud Galvesini, Clémence Grenon, Théo Farge et Céline Toussaint. Donc, quand Adrien et Laura nous ont présenté ce projet donc, en octobre dernier, il était question effectivement de travailler sur les matériaux géosourcés et biosourcés donc, dans l'immobilier et de vous d'encourager les acteurs donc, de l'immobilier à plus les utiliser et à avoir une meilleure image et les voir sous un angle nouveau. Puisqu'effectivement, donc ces matériaux géosourcés et les matériaux biosourcés donc, ont une empreinte environnementale minimale, ne serait-ce que par le fait de leur production, des transports et des déchets, qui est très important aujourd'hui, notamment avec les nouvelles réglementations qui vont être adoptées. Également, elles ont des propriétés similaires et même meilleures pour certaines aux matériaux classiques. Donc, il était évident qu'il était important de travailler sur les matériaux biosourcés et géosourcés. Donc, brièvement, quand on parle de matériaux biosourcés et géosourcés, donc pour ce qui est des matériaux biosourcés, on parle évidemment des matériaux qui sont issus totalement ou partiellement de la biomasse, donc que ce soit d'origine végétale ou animale. Pour ce qui est des matériaux biosourcés, on a travaillé notamment sur le bois, le chanvre, le colza, le miscanthus, la paille, le liège et d'autres qu'on vous présentera plus tard dans la présentation. Et pour ce qui est donc des matériaux géosourcés, donc il ne faut pas entendre la localité. Il n'est pas question de déterminer, de choisir des matériaux qui soient proches de son lieu de production ou de son lieu de construction. Quand on parle de matériaux géosourcés, on entend matériaux issus de ressources d'origine minérale. Et donc pour notre étude, on a notamment travaillé sur la terre crue, qu'on vous présentera également à travers nos fiches. Donc, pour atteindre cet objectif de vous encourager et de promouvoir les matériaux géosourcés et les matériaux biosourcés dans l'immobilier, nous avons donc décidé de développer 3 livrables. Donc, 2 livrables sous forme de documents de synthèse. Donc, le premier était de réaliser donc, un tableau comparatif sur 11 matériaux biosourcés et matériaux géosourcés dans l'immobilier. Donc, l'idée de ce tableau comparatif était notamment de mettre en parallèle des informations techniques, environnementales, les labels, et donc de comparer chacun des 11 matériaux biosourcés et matériaux géosourcés de l'immobilier, également de les comparer avec les matériaux traditionnels de la construction et de l'immobilier.
Et donc, en plus de ce benchmark, de ce tableau comparatif, nous avons aussi réalisé donc, des fiches synthèses qui donc, sont dans la continuité de ce tableau comparatif, à la différence que ces fiches sont beaucoup plus synthétiques et ont pour vocation d'être beaucoup plus faciles à comprendre et aussi beaucoup plus rapides à lire, en comparaison avec le benchmark qui se veut beaucoup plus technique et qui s'adresse plus aux sachants ou aux personnes qui souhaitent développer et en apprendre davantage sur ces matériaux. En plus donc, de ces 2 documents de sa thèse, nous avons donc produit des vidéos avec des experts et des professionnels de ces filières. Donc, l'idée était de développer un autre contenu, un autre support, afin donc de diversifier les moyens d'apprentissage et également d'offrir des supports rapides pour les professionnels de l'immobilier. Et donc, à travers ces vidéos, de briser les idées reçues qu'on peut tous avoir à l'égard des matériaux biosourcés et matériaux géosourcés dans l'immobilier. Et également donc, de promouvoir des retours d'expérience et des expertises qu'ont pu connaître les experts et les professionnels que nous avons interrogés. Donc, on vous en présentera quelques-unes à la fin et on parlera davantage du processus d'élaboration de ces vidéos par la suite. Et donc, évidemment, pour finir, la présentation de nos travaux que nous réalisons aujourd'hui avec vous. Donc, maintenant que Valentin vous a introduit à notre étude, je vais vous détailler un petit peu comment on a procédé. Donc, notre méthodologie, elle s'articule autour de 2 points clés, donc de la recherche bibliographique continue et la réalisation d'un sondage dont le but était du coup de mieux connaître les membres de l'OID et de mieux appréhender leurs besoins. Donc, nos recherches nous ont permis de produire un benchmark donc contenant de très nombreuses informations techniques sur chacun des 11 matériaux choisis dans notre étude. Donc, informations qu'on a ensuite repris de façon synthétique dans 11 fiches matériaux à la fois simples, explicatives et esthétiques. Et de l'autre côté, notre sondage nous a permis de savoir du coup quels matériaux étaient à privilégier pour notre étude, quels étaient les besoins et les réticences du coup donc, sur les sujets des biosourcés et des géosourcés. Et donc, sur cette base, on a pu contacter des professionnels issus de différentes filières donc en vue de réaliser des vidéos donc pour transmettre une information de façon un peu plus ludique et pédagogique. Willy, si tu peux changer de slide peut-être. Merci. Donc, notre sondage a été diffusé par Laura sur la période allant du début du mois d'octobre au début du mois de janvier. Et il a obtenu du coup 35 réponses avec près de la moitié en provenance des membres de l'OID. Donc, sur cette base, on a tiré plusieurs constats. Donc, les principaux constats de notre sondage sont que le bois, le chanvre et le textile recyclé représentent à eux seuls près de 50% des matériaux biosourcés et géosourcés cités par les répondants. Que le principal motif d'utilisation de ces matériaux est finalement l'aspect environnemental et esthétique. Et du coup, que 38,5% et 34,6% des sondés voient le coût et les contraintes techniques comme des freins majeurs à l'emploi des matériaux, donc à la fois biosourcés et géosourcés. On a constaté également que 85% des personnes sondées utilisent des écomatériaux, que 61% des personnes sondées citent l'impact environnemental comme critère le plus important au moment du choix des matériaux de construction, que 68% des personnes sondées n'ont pas suivi de formation particulière donc, sur les écomatériaux, donc que ce soit du géosourcé ou du biosourcé, et finalement que 2/3 des personnes sondées estiment qu'ils ne connaissent pas assez les écomatériaux. Donc sur cette base, on a tiré donc plusieurs enseignements.
à savoir une connaissance plutôt moyenne finalement des écomatériaux, des difficultés, donc qu'elles soient techniques ou légales, et un coût qui semble être des freins importants à l'utilisation de ces matériaux, et finalement un fort intérêt quand même pour l'impact environnemental des matériaux. Et donc sur cette slide, du coup, on a mis quelques remarques qui ont été faites à la fin du sondage. Donc, à savoir que la formation doit présenter le coût, les freins techniques et les impacts, donc qu'ils soient environnementaux ou sociétaux. Qu'il serait intéressant finalement de disposer de fiches matériaux avec les avantages, les inconvénients, les coûts ou les contraintes techniques, et que les résistances réglementaires doivent maintenant faire place au bon sens finalement dans la construction et la réhabilitation, avec des produits donc, qui vont favoriser à la fois le bien-être et la qualité de vie, mais aussi la dynamique des territoires à travers le développement de filières locales. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans notre étude, c'est de prendre en compte à la fois les réponses du sondage et ses remarques. Et du coup, je vais désormais laisser la parole à Céline qui va vous présenter un peu plus en détail notre benchmark. Donc, en effet, après avoir réalisé les différentes recherches bibliographiques, on a décidé de réaliser un benchmark. Donc, l'objectif de ce benchmark, c'était de regrouper les informations chiffrées qu'on avait récoltées au cours de nos recherches. Et c'est grâce à ces informations qu'il va être possible de comparer les matériaux entre eux et de les comparer avec un matériau de référence, comme par exemple la laine de verre ou la laine de roche pour les isolants et le béton pour les matériaux porteurs. Donc, dans notre benchmark, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les différents formats qui existent pour les matériaux en ligne, donc par exemple en vrac, en panneau, en bloc, en laine, etc. Et on a mis les catégories d'informations techniques sur les matériaux en colonnes, et on les a séparés en 4 grosses catégories. Donc, informations sur la filière. Donc ça, c'est des informations qu'on peut retrouver sur la fiche synthèse dont Clémence va vous parler un petit peu plus en profondeur. Et notamment question de l'encadrement technique qui existe, de la disponibilité de la matière première, etc. Ensuite, il y a des informations générales sur le matériau. Donc ça, c'est des informations telles que la formulation du matériau, la dimension, les principaux producteurs, le coût, etc. Ensuite, il y a les propriétés et les performances. Donc ça, c'est les différentes propriétés. Par exemple, l'isolation phonique, l'isolation thermique, la tenue au feu, la durée de vie. Et l'environnement et santé. Donc ça, c'est différentes informations comme les effets positifs et négatifs de l'utilisation de ce matériau sur l'environnement et sur la santé de ceux qui le posent et de ceux qui vivent dans les bâtiments qui contiennent ces matériaux. Donc là, on vous a mis un extrait du benchmark. Donc ici, c'était sur la feuille sur le chanvre. Donc on peut voir les différents formats en ligne. Donc la plante sans modification. Ensuite, le béton de chanvre en isolant banché. Et les blocs de béton de chanvre en briques isolantes. Et il y en a encore en dessous parce qu'il existe quand même pas mal de formats pour le chanvre. Et en colonne, donc on peut voir par exemple la dimension, la formulation, l'encadrement technique, etc. avec le traitement qui peut être nécessaire, des retours d'expérience qui sont listés pour pouvoir se faire une idée un petit peu plus précise des différents projets qui peuvent exister, etc. Et pour pouvoir accéder aux informations sur le web, on a intégré un tableau sur un site qui s'appelle assez simplement tableau public. On peut alors accéder librement aux 11 matériaux qu'on a étudiés. Et pour chacun d'eux, on peut visualiser les fiches synthèse dont Clémence va vous parler après, et la portion de benchmark qui correspond aux matériaux correspondants, et on peut les télécharger. Donc là, c'était un GIF qu'on a réalisé. Donc ça, voilà, c'est l'interface de base. On peut cliquer pour voir la fiche synthèse, revenir pour voir les informations techniques sur tous les matériaux,
Et on peut aussi accéder aux différentes plateformes de l'OID en bas. Donc là, c'est la chaîne YouTube, mais il y a aussi l'Instagram, la plateforme Talon. Ça, c'est les informations techniques. Voilà. Donc bonjour, donc oui, je vais vous présenter les fiches synthèse. Pardon. Une fois que donc on avait fait ce gros travail de recherche qui était quand même très imposant et pas toujours très clair. Enfin après le benchmark est très clair, hein, mais de base on s'est dit qu'on allait créer des fiches synthèse. La vocation de ces fiches synthèse, c'est qu'on est parti du constat qu'aujourd'hui, quand on recherche une information, la plupart du temps sur Internet, on a envie d'avoir quelque chose de clair, de précis et de complet assez rapidement, le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé que c'était intéressant de présenter le résultat de nos recherches sous forme de 11 fiches synthèse. Donc, on a sélectionné 11 matériaux biosourcés, géosourcés, en fonction de leur potentiel et de leur qualité. Donc, vous les avez à l'écran. On a choisi le bois, le chanvre, la paille, le liège, le miscanthus, le colza, la laine de coton, la laine de lin, la ouate de cellulose et la terre crue. Donc, l'objectif de ces fiches, c'est vraiment, comme je l'ai dit précédemment, qu'elles soient faciles à lire et rapides. Donc, elles font 2 pages chacune et le temps de lecture ne dépasse pas en général les 5 minutes. On a vraiment gardé que l'information essentielle. On l'a présenté de façon claire et précise. Il y a également des retours d'expérience que l'on a intégrés. Et comme vous le voyez, on a essayé de faire quelque chose d'un peu graphique et sympa à regarder parce que l'esthétique, même si ce n'est pas le principal, ça donne quand même plus envie de s'y intéresser si c'est agréable à regarder. Donc, les fiches synthèse, elles se composent toutes de la même façon. Elles sont toutes construites sur le même modèle. Donc, vous avez pour chaque matériau biosourcé, géosourcé, une définition. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est, par exemple, la terre crue? Ensuite, un panorama très synthétique des utilisations, que ce soit des utilisations en porteur ou en isolation. On a un peu tout regroupé pour avoir un aperçu rapide. Une petite catégorie bon à savoir avec quelques faits qu'on trouvait pertinents et intéressants à savoir sur le matériau en question. Donc, par exemple, en l'occurrence pour la terre crue, qu'elle a une très bonne empreinte carbone, ça peut être un élément décisif dans le choix de ce matériau. Chaque fiche, il y a 1 ou 2 retours d'expérience. Donc, comme vous le voyez, il y en a un sur chaque fiche. Donc, le premier, c'est l'Orangerie, un bâtiment de bureau à Lyon, construit en pisé. Et à droite, c'est l'INRA d'Orléans qui, pareil, a été réalisé en pisé. Ensuite, la rubrique chiffres clés, pareil, 2 chiffres qui nous semblaient marquants et importants de connaître sur ce matériau. Lorsque c'était disponible, on a indiqué la durée de vie pour que ça figure, parce que c'est quand même important, pareil, dans le choix des matériaux. Une rubrique avantages, inconvénients, où on a listé les principaux avantages et les principaux inconvénients du matériau en question. Et enfin, une partie plus encore technique avec le coût, l'encadrement technique s'il existe, et la maturité de la filière qui est évaluée au regard de 4 critères, donc la disponibilité des matériaux en région française, l'encadrement technique s'il est disponible ou non, le nombre de professionnels de la filière et la disponibilité des retours d'expérience. Donc c'est un barème qu'on a construit nous-mêmes. Et enfin, dans le petit encadré orange, vous avez les références si vous souhaitez creuser davantage le sujet, vers qui vous pouvez vous orienter. En général, on a mis le contact de l'association de la filière lorsqu'elle existe. Et j'ai oublié de vous préciser au début que dans le petit rond en haut à droite de la première fiche, donc dans l'image, si vous cliquez sur cette image, ça vous ramène directement au benchmark interactif dont vous parlait Céline précédemment. Toutes les informations qui sont soulignées sur la fiche sont également des informations qui ramènent vers des liens, donc vous pouvez y avoir accès directement et vous n'avez pas besoin de faire des recherches supplémentaires. Donc ces fiches, comme l'a dit Céline, elles ont été réalisées donc par nos recherches, mais on a aussi contacté de nombreux professionnels et experts dans le domaine. Il y en a parmi vous il y en a qui sont présents parmi vous, donc on vous remercie encore une fois pour votre expertise et le temps que vous nous avez accordé.
Et enfin, comme vous avez pu le voir précédemment, dans les fiches, on utilise parfois des acronymes et le barème donc sur la maturité de la filière et le coût, on l'a construit nous-mêmes. Donc, on a créé une fiche pratique pour vous expliquer plus en détail notre méthodologie, la méthodologie qu'on a suivie. Donc, dans le guide des écomatériaux, cette fiche, elle sera placée au tout début. Donc, on vous invite à la consulter en amont des autres fiches si vous voulez avoir plus de détails. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller consulter ces fiches et on espère qu'elle vous sera utile pour faire vos futurs choix ou tout simplement pour que vous ayez un petit aperçu de ce qui se fait en termes de matériaux biosourcés et géosourcés. Je vais maintenant laisser la parole à Théo qui va vous présenter notre dernier livrable, les vidéos qu'on a réalisées. Alors, en effet, pour ce dernier livrable, on est parti du postulat que pour s'informer, on ne cherchait pas toujours un format technique dans le sens où il faut passer du temps à le lire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous assistez à ce webinaire aujourd'hui, pour avoir quelqu'un qui vous parle de vive voix et qui vous transmet l'information. Donc, on a fait pour ça un dernier livrable qui sera disponible sur la chaîne YouTube de l'OID et peut-être sur la plateforme Taloen. Donc pour ça, on a réalisé une dizaine de vidéos. Je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Merci. Le but, c'est de transmettre l'information de manière ludique et pédagogique, d'apporter une expertise concrète d'acteurs spécialistes sur chaque question. Pour ça, on a fait appel à des experts dans des domaines assez variés, que ce soit sur un matériau particulier ou sur un aspect technique ou plus général. Pour ça, on a divisé notre format en deux vidéos, enfin deux types de vidéos. On a une partie qui sera consacrée à des vidéos générales sur des thématiques afférentes aux matériaux biosourcés et géosourcés, et des vidéos qui seront spécifiques sur un matériau particulier. Pour ça, on a à peu près 10 minutes par vidéo pour avoir quelque chose d'assez complet, puisqu'on a quand même interviewé certaines personnes pendant plus d'1 heure. Donc voilà, on a essayé de concentrer le propos de la manière la plus cohérente possible pour avoir l'information la plus précise. Donc je vais vous détailler brièvement ce contenu vidéo. Alors dans la partie des vidéos générales, on a M. Bernard Boyeux, directeur de BioBuild Concept. Lui, il nous propose en fait un balayage panoramique sur les différentes filières des matériaux biosourcés en France. Donc voilà, de la paille au chanvre à la terre crue, il fait vraiment un état des lieux de ce qu'on a actuellement. Laurent Arnaud, alors lui, il est directeur du département bâtiment durable au CEREMA, grand bureau d'études que vous connaissez sans doute. Lui, il nous propose plutôt une approche technique sur l'interopérabilité des granulats végétaux. Alors, c'est très intéressant, c'est un peu plus technique. Il nous explique pourquoi ces bétons qui sont basse performance, entre guillemets, par rapport à des bétons classiques, ils vont être plus intéressants sur un point de vue perspirant, sur un point de vue hygrométrique. Donc voilà, il fait une approche très balancée de ces bétons. Guillaume Delannoy, qui nous fait le plaisir d'être ici et qui interviendra par la suite, il est adjoint responsable développement industriel et études au CODEM. Lui, dans cette vidéo, il nous proposera plutôt une réflexion sur l'accompagnement au développement des filières de ces matériaux. Mathieu Glachan, professeur d'économie au Mines ParisTech et chercheur en laboratoire d'économie, il nous propose plutôt une vision sur la rénovation énergétique et à quel point on peut utiliser les matériaux biosourcés et géosourcés d'un point de vue économique. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que mettre 1 € dans le chanvre, c'est plus intéressant que mettre 1 € dans de la laine de verre? On a Cédric Nicard, directeur général de Capter, qui est connu, je pense, parmi l'OID. Il nous propose, lui, des réflexions sur les avantages et inconvénients de ces matériaux. Donc là, encore une fois, une vidéo assez générale, mais qui donne de bonnes perspectives. Et enfin, Rémi Baucher, du réseau béton bâtiment durable. Alors là, c'est très intéressant, il dirige un centre de ressources régionales et il nous explique un peu comment on fait le lien entre tous ces acteurs, entre les professionnels, voilà, comment on lie le maître d'ouvrage, l'architecte, l'investisseur, etc. et comment on peut donner cette impulsion avec des ressources bien orientées pour utiliser les biomatériaux. Maintenant, sur les vidéos plus spécifiques, on a une vidéo sur le bois, une sur la terre crue, une sur les bétons végétaux et une sur la paille. André Bourassa du bureau BGA Architecte et Jordan Musset d'Atelier Axis nous propose la vidéo sur le bois.
Alors, André Bourassa opère au Canada, où la filière bois est très développée. En France aussi, c'est même une filière très, très mature, vous le verrez. Il nous explique comment utiliser le bois voilà, au bon endroit, dans le bon chantier. Laetitia Fontaine d'Amaco, elle, nous propose sa vision sur la terre crue, qui est un matériau primaire dans le sens où c'est un des premiers matériaux qui a été utilisé dans l'histoire de l'humanité pour la construction. Et elle nous explique comment il y a ce regain voilà, d'intérêt pour la terre crue. Marcel Leduc, alors il est ouvrier chez Acta BVP, qui est l'entreprise de Laurent Goudet, qui nous a fait le plaisir de pouvoir assister à un chantier. Donc dans cette vidéo, on va voir dans une maison de particulier comment on projette du béton de Miscanthus. Et on a en plus eu la chance et l'occasion d'avoir le fournisseur du granulat végétal qui est simplement à 3 km dans une ferme où pousse le Miscanthus. Alors en termes de circuit court, difficile de faire mieux. Et là, on a une vidéo qui est très concrète où on voit l'application du matériel avec un professionnel qui l'utilise tous les jours. Enfin, on a Benoît Rougelot du RFCP, le réseau français de la construction en paille. Et là, il nous propose voilà, une vidéo sur la construction en paille qui est encore une fois un matériau très primaire et qui est utilisé depuis fort longtemps. Voilà, donc j'encourage vraiment tout le monde à voir ces vidéos parce que c'est très parlant et ça prend voilà, pas tant de temps que ça et on en retire beaucoup d'informations. Notre présentation touche à sa fin, mais surtout ne partez pas tout de suite parce que nous avons des invités spécialisés qui veulent vous parler à la suite. Alors, pour conclure sur nos travaux, on souhaitait vous partager notre sentiment sur les biomatériaux et les géomatériaux. Ce long travail nous a fait découvrir un monde qui au début nous paraissait assez flou et qui manquait peut-être un peu de concret. On avait aussi quelques a priori, mais on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'acteurs très compétents, engagés, motivés qui existaient parfois depuis des dizaines d'années dans le secteur. Et parmi toutes les filières que nous avons explorées, certaines sont déjà même très développées et elles ont fait leurs preuves, tandis que d'autres sont en passe d'émerger dans les années à venir. Et on construit et on rénove déjà en biosourcé et en géosourcé, et cela est voué à progresser à l'avenir sur tout type de bâtiments, en ville comme en milieu rural. Il y a des adaptations qui sont possibles au type de tissu urbain. Il n'est pas indispensable de passer déjà au tout biosourcé, au tout géosourcé, bien sûr, et de changer forcément toutes les techniques de construction pour s'y mettre. Vous le verrez dans les vidéos et dans les fiches. Certains biomatériaux et géomatériaux s'emploient de façon identique ou très similaire aux matériaux classiques. Et pour passer ensuite au niveau supérieur, il y a plein d'acteurs qui existent partout sur le territoire et qui sont prêts à vous conseiller pour justement se faire aux nouvelles techniques qui sont nécessaires, puisque certains matériaux nécessitent des combinaisons qui sont différentes des classiques. Alors, on ne va pas vous mentir, hein, certaines filières elles sont encore assez fragiles et d'autres manquent de suffisamment de main-d'œuvre pour assurer toutes les commandes. C'est un comble, mais justement, c'est aussi par votre action, par le recours aux biomatériaux, aux géomatériaux, que ces filières vont pouvoir se développer. Donc, je vous encourage vraiment à contacter tous les acteurs de la filière qui sont vraiment très avenants. Enfin, toutes les personnes qu'on a contactées à chaque fois, elles étaient vraiment très disponibles et avaient vraiment envie de faire part de leurs expertises. C'est pour ça que nos vidéos à la base étaient très longues et que ça a été difficile de sélectionner le plus intéressant. Les documents que nous avons produits, donc on l'espère, ils vous aideront à y voir plus clair et à vous orienter on espère qu'ils vous aideront à vous orienter dans vos jeux futurs. Et n'hésitez pas donc à commenter ces documents et les enrichir en contactant directement l'OID. On compte sur vous. Alors, avant de passer aux interventions, si vous avez quelques questions sur nos travaux, nous pouvons les prendre. Autrement, nous passerons aux interventions et nous verrons à la fin pour des questions supplémentaires. Donc, c'est à vous, si jamais vous avez des questions. On vous en prie. Alors, n'hésitez pas à lever la main et nous avons la liste sous les yeux, donc nous pourrons prendre vos questions. Sinon, c'est pas grave, on se réserve un temps d'échange à la fin. On peut passer les interventions Oui. Et revenir sur ça à la fin. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot sur à quel moment seront disponibles les ressources dont on a parlé
pendant la présentation? Alors, a priori, les vidéos seront toutes en ligne d'ici demain. Et pour le reste, le benchmark me semble au point. Et les fiches synthèse de même. Voilà. En tout cas, voilà, je pense que dans la semaine, toutes les ressources seront disponibles, consultables. Voilà, exactement. Et donc il y a déjà le livrable, donc le guide général est disponible sur Talouane. Vous retrouverez également quelques vidéos sur notre chaîne YouTube, et donc ce sera en effet enrichi aujourd'hui ou demain suivant les délais de chargement sur nos plateformes. Nous reverrons de toute manière. Pardon. J'allais dire, sachant qu'il y a déjà des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne de l'OID, donc on vous encourage déjà à aller les regarder, et que voilà, les autres arriveront dans la foulée. Voilà, exactement. Et l'OID fera de toute manière une communication spécifique relative à tous ces livrables. Je vois que nous avons une main levée, donc Monsieur Daniel Loland, pardon, si vous avez une question, une remarque. Je vous en prie. Alors, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, voilà. D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Je l'ai trouvée vraiment très intéressante. J'ai hâte de lire vos fiches. Et à ce propos, je me demandais si vous aviez des retours d'expérience pour chacun des matériaux dont vous parliez. Je veux dire des retours d'expérience plutôt récents de préférence, ou si peut-être c'est à approfondir, pardon. Tu veux répondre, Clémence, ou... Oui, je peux répondre. Alors, comme je l'ai présenté dans les fiches, pour chaque matériau biosourcé ou géosourcé, on a présenté 2 retours d'expérience par fiche, sauf un peu moins quand il n'y en avait pas de disponible, parce qu'il y a certains matériaux, c'est vraiment le tout début, donc il n'y a pas encore énormément de choses disponibles, mais bien sûr dans les fiches vous avez à chaque fois 2 retours d'expérience, et plutôt des constructions récentes en effet. Et bien sûr, pour chaque construction, si je peux préciser, vous avez en général le nom du maître d'ouvrage, de l'architecte, l'année de construction, etc. Et pour compléter ce que dit Clémence, en plus donc, des fiches, on a effectivement aussi le benchmark qui donc recense donc, déjà c'est au moins 2 retours d'expérience, et également en fonction des matériaux, il peut y aussi avoir plus de retours d'expérience qui sont généralement assez récents. Super, merci beaucoup. Alors, merci pour cette question et donc ces réponses. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, donc les retours d'expérience. Oui, très bien. Donc effectivement, comme j'indiquais, on va maintenant céder la parole à nos invités qui travaillent depuis longtemps sur les biomatériaux et géomatériaux. Donc pour commencer, on va laisser la parole à Étienne Gourlet qu'on vous a présenté tout à l'heure, donc qui est responsable au pôle écomatériaux et activités thermiques acoustiques au CEREMA, et il va vous présenter donc notamment des travaux sur les transferts énergétiques sur les bâtiments incorporant des matériaux biosourcés. Et ensuite, nous aurons Guillaume Delannoy du CODEM, dont on a parlé tout à l'heure, sur le développement des filières des bio et géomatériaux. Donc, Étienne Gourlet, si tout marche bien pour vous, je vous laisse partager votre présentation. Je vais arrêter la mienne. Oui, voilà. Alors, je me lance. Bonjour à tous. Donc, je suis Étienne Gourlet, je suis responsable d'activité performance des matériaux bio et géosourcés qui vient d'être créé au CEREMA.
Donc j'ai remarqué d'ailleurs que parmi les vidéos des personnes que vous avez interviewées, il y a également donc Laurent Arnaud qui est le responsable cette fois-ci de tout le bâtiment au CEREMA et qui a aussi une certaine expérience sur les matériaux biosourcés. Donc en fait, le CEREMA, donc c'est un établissement public qui a donc différentes missions, donc des missions d'appui de l'État et des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des politiques publiques, tout ce qui est développement des interventions partenariales en réponse aux besoins des collectivités territoriales, une contribution donc à tout ce qui est innovation et appui en expertise aux entreprises, ouverture vers l'international et voilà. Et donc, on a 10 équipes de recherche également donc, qui sont sur les 6 domaines d'intervention du CEREMA, donc notamment bâtiment, infrastructure, mobilité et risque. Donc là, vous voyez qu'on est implanté on a 25 implantations en métropole. On a également des implantations dans les dom-toms qui sont en train de se faire ces temps-ci. Et donc plus spécifiquement, le pôle matériaux bio et géosourcés est localisé à Strasbourg, où je me situe. Sur la question des matériaux biosourcés, donc le CEREMA va intervenir donc en R&D notamment, donc là c'est plutôt la spécificité de Strasbourg, donc sur tout ce qui est propriété thermique, une caractérisation des propriétés thermiques, caractérisation des propriétés hydriques. On a également un gros travail sur la modélisation des transferts hygrothermiques, donc je vais revenir dessus après dans la suite de la présentation, parce que j'ai voulu un petit peu présenter une étude qui est très très récente, puisqu'elle a quelques jours, enfin elle est sortie il y a quelques jours, et qui est assez intéressante, on va dire, là c'est pour le béton de chanvre, mais ça va ouvrir d'autres voies, j'espère, pour les bétons végétaux en général. Et on a également, voilà, on est assez à la pointe également sur la question de la caractérisation des propriétés acoustiques des matériaux biosourcés avec voilà, pas mal de choses. Alors, je ne détaille pas trop aujourd'hui les propriétés acoustiques, mais c'est des choses qu'on maîtrise bien également et il y a quand même des choses assez intéressantes à voir. Plus généralement, donc là c'est moins spécifique, on va dire, à l'antenne de Strasbourg, on fait également de l'instrumentation de bâtiments, donc voilà, ça s'applique à tous les bâtiments en général, mais notamment également aux bâtiments biosourcés. On fait de la caractérisation de performance environnementale, donc on est amené à notamment rédiger des FDES collectifs pour un certain nombre de filières, donc notamment béton de chanvre, paille, terre crue. On a également donc des spécialistes de tout ce qui est émission des matériaux, donc tout ce qui est COV et autres. Encore une fois, on travaille sur les matériaux en général, mais qui font également des travaux plus spécifiques sur les matériaux biosourcés. Et puis, voilà, on a des compétences en économie de la construction. Donc, ce qu'on essaye, c'est d'un petit peu donc nous, au niveau CEREMA, de faire fonctionner chacun de ces acteurs qui travaillent plus indépendamment dans sa spécialité et d'essayer de faire tourner ça autour des matériaux biosourcés pour avoir une vision un peu plus globale. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, donc j'ai voulu faire un focus plus spécifique sur les performances thermiques et hygrothermiques des matériaux biosourcés. Alors c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que on a souvent, on parle souvent en fait uniquement des performances thermiques. Enfin, c'est aussi l'RT 2012 qui voulait ça, et puis bon, la RE 2020 sera un petit peu dans la même veine, mais je veux essayer de vous montrer qu'il y a d'autres phénomènes en fait qui peuvent entrer en ligne de compte et qui vont être assez intéressantes d'un point de vue des performances et qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'un point de vue réglementaire, ne sont pas bien prises en compte et desservent entre guillemets les matériaux biosourcés, puisque c'est un avantage non négligeable qui n'est pas pris en compte, mais qui, nous l'espérons, le sera très prochainement. Je rappelle rapidement
donc là, ce qui est la conductivité thermique et la résistance thermique, et je vais un petit peu plus focaliser hein, sur ces données, sur différents matériaux. Voilà. Je rappelle, la conductivité thermique, c'est le flux de chaleur qui s'écoule à travers une surface de 1 mètre carré de matériau lorsque la différence de température entre ces deux faces est de 1 degré sur une épaisseur de 1 mètre. Donc, ça veut dire que plus le matériau est conducteur, plus son coefficient lambda sera élevé. Et la résistance thermique, ben, c'est le rapport de l'épaisseur du matériau sur la conductivité, et ça caractérise la capacité d'un matériau à s'opposer au flux de chaleur susceptible de le traverser. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est j'ai présenté donc sur la gauche tout ce qui est matériaux, on va dire biosourcés, enfin grande catégorie de matériaux biosourcés, puis sur la droite un petit peu tout ce qui est plus isolant synthétique, isolant minéraux. Ce que l'on peut voir, c'est voilà, on a regardé un petit peu, on a caractérisé un grand nombre de matériaux donc en laboratoire, et on a mesuré du coup leur conductivité thermique, et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les isolants synthétiques, on va avoir des conductivités entre 0,028 et 0,038, et pour les isolants minéraux, on va être entre 0,034 et 0,042. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a tout un tas de matériaux biosourcés, comme la laine de lin, la laine de chanvre, la laine de mouton en vrac, les fibres de bois, le liège expansé, qui sont finalement exactement dans les mêmes gammes de conductivité. Donc déjà, c'est aussi pour tuer un a priori qui est de dire que les matériaux biosourcés parfois sont moins performants. Non, on en trouve qui sont tout aussi performants que les isolants synthétiques ou minéraux. Voilà, donc là, à chaque fois, on présente des gammes de variations de ce qu'on peut trouver un petit peu sur le marché. Donc, je pense que c'est des choses que vous avez sans doute faites également dans vos fiches que je n'ai pas encore consultées. Et ça se traduit du coup en termes de résistance thermique par une épaisseur donnée, par une épaisseur à mettre si on veut atteindre donc le R de 5 qui est le R un peu classique pour la RT 2012, pour un mur. Et voilà, donc à chaque fois, en fonction des données du graphique précédent, on a une résistance, une épaisseur minimum et une épaisseur maximum en fonction finalement de la conductivité du matériau qu'on a mis en œuvre. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, pour atteindre une résistance thermique donnée, on a tout un tas de matériaux biosourcés qui permettent d'atteindre une résistance identique à celle des matériaux plus traditionnels. Et je vais m'attarder un peu plus sur la toute dernière ligne, qui est sur celle des bétons végétaux, puisque on a tendance, donc voilà, les bétons de chanvre, de lin, de colza, de tournesol, où finalement, compte tenu de leur conductivité thermique, on est obligé d'aller des fois jusqu'à 50 ou 60 cm pour avoir la résistance thermique de 5 qu'on nous demande. Et du coup, ça va forcément poser des problèmes de place, d'épaisseur. On ne peut pas se permettre dans un certain nombre de cas. Et ces matériaux seront à tort du coup exclus, puisque on va, en termes de coût et en termes d'épaisseur, ça ne va pas être compatible avec les contraintes de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, c'est là-dessus que je veux justement vous expliquer quelque chose aujourd'hui, et j'essaierai d'être clair. C'est représenter un graphique donc, qui, ma foi, pour moi, est extrêmement intéressant, mais assez peu connu, sur le fonctionnement d'une paroi biosourcée. Donc, c'est un travail qui date déjà de 2008, où c'est un travail de laboratoire, et où on a pu comparer finalement donc une paroi de 30 cm de béton de chanvre avec une paroi de briques de terre cuite et de béton cellulaire autoclavé de même épaisseur. Alors pourquoi on a comparé ces trois matériaux-là? C'est parce que ces trois matériaux, ils avaient la même conductivité thermique, donc autour de 0,1 watts par mètre Kelvin, la même porosité, donc à peu près 70% de porosité, et la même masse volumique, donc autour de 400 km3. Et donc finalement, c'est des données qu'on rentre classiquement quand on fait des calculs thermiques, et on se rend compte que ces trois matériaux n'ont pas du tout le même fonctionnement hygrothermique.
qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on avait imposé, durant les 24 premières heures, des conditions à 20 degrés, 50% d'humidité relative. Ensuite, on avait imposé un choc à 10 degrés, 80% d'humidité relative. Et donc, grosse chute de température dans le mur. Et on constate que dans le béton de chanvre, eh bien, la chute de température est beaucoup plus amortie que dans les autres matériaux. Et en fait, ça, on a montré que c'est qu'il y a en fait, des changements de phase, donc un phénomène qui est de condensation, donc qui est exothermique, donc dégagement de chaleur, qui va venir amortir finalement la chute de température extérieure. La suite de la courbe, donc c'est exactement la même chose. Donc cette fois-ci, on a fait une forte augmentation de température extérieure. Et là, ce qu'on constate, c'est que la température dans le mur de béton de chanvre, elle augmente et après, elle se stabilise. Donc ça, on a montré qu'il y avait des phénomènes. Cette fois-ci, juste avant, c'était des phénomènes de condensation, donc exothermique, et là, c'est un phénomène de vaporisation, donc endothermique, donc absorption de chaleur. Donc finalement, comment on peut résumer cela? C'est que quand il y a des fortes variations de température extérieure, un béton de chanvre, il va venir amortir ces variations. Donc quand il y a une forte chute de température, il y a une sorte de petit dégagement de chaleur dans le mur, et quand il y a une forte augmentation de température extérieure, il y a un peu d'absorption d'énergie dans le mur. Donc c'est une sorte de matériau à changement de phase naturel, hein, si vous voulez. Bon, j'aime pas trop le terme, mais ça explique un petit peu ce qui se passe. Et du coup, c'est un vrai potentiel d'économie d'énergie qui n'est pas pris en compte finalement dans le moteur de calcul réglementaire, mais qui est néanmoins très intéressant. Et c'est finalement le dernier point que je voulais évoquer, c'est une étude que nous avons menée pour du coup l'association Construire en chambre, donc sur les besoins de chauffage et de refroidissement d'un bâtiment en béton de chanvre. Donc on a étudié, donc là c'est de la modélisation, hein, donc au moyen d'un logiciel de transfert couplé d'humidité et de chaleur, donc, qui s'appelle le Woofy, qui est un logiciel commercial. Et on a étudié donc, un bâtiment R+1 de 100 mètres carrés. Donc on a mis une dalle isolée par 10 cm de polyuréthane, donc une résistance thermique un peu supérieure à 4. Une toiture isolée par 30 cm de laine de chanvre, donc un R de 8 environ. Et on a essayé de se focaliser du coup sur nos murs, où on a mis donc un parement extérieur classique, donc un enduit chaussable de 2 cm, 30 cm de béton de chanvre et un parement intérieur, donc on a testé plusieurs parements intérieurs. Et ce qu'on a pu montrer dans le cadre de cette étude, c'est que les transferts couplés de chaleur et d'humidité au sein des murs en béton de chanvre, ils permettent de réduire d'environ 20 kWh par mètre carré par an le besoin en chauffage du bâtiment étudié. Alors comment on a fait ça? On a simplement bloqué, donc virtuellement, puisque c'est de la modélisation, tous les phénomènes hydriques qui se produisent dans le matériau, et on a fait une simulation normale, on va dire, une simulation où on bloque finalement toutes ces équations hydriques, et on a pu obtenir cette économie de 20 kWh par mètre carré par an. Alors bon, comme ça, c'est vrai que ça ne semble pas énorme, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que le bâtiment, comme vous pouvez le remarquer, il est très très isolé en toiture, la dalle elle est bien isolée également, et finalement on a quasiment des performances presque bâtiment passif si vous voulez, et du coup le bâtiment il avait des consommations de l'ordre de 30 kWh par mètre carré par an, donc vous imaginez bien 20 kWh par mètre carré par an, c'est quasiment 70% d'économie d'énergie. Alors c'est un cas un peu particulier, du coup quand on réduit un peu la résistance thermique en toiture et en dalle, on garde finalement cet écart de 20 kWh à peu près, mais bon, du coup on a des consommations un peu plus élevées. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce que finalement c'est des choses qui à l'heure actuelle ne sont pas prises en compte, et du coup on est obligé de surdimensionner finalement les parois en béton de chanvre, et du coup problème de place, problème de coût également. On a aussi montré que le béton de chanvre, comme c'est un excellent régulateur hydrique, ça permet aussi de limiter
les pertes par calories par renouvellement d'air via la VMC hygroréglable. Par contre, on n'a pas pu, parce que bon, du coup, on se posait des questions sur l'influence du parement intérieur, et là, on n'a pas pu mettre en évidence d'influence à ce niveau-là sur la consommation de chauffage. Et le seul point négatif, c'est que donc, les besoins en refroidissement, on avait des vrais retours de chantier, enfin, où on voyait un vrai impact. Et ça, par contre, nous, pour l'instant, mais bon, il y a des travaux encore à mener sur la modélisation, on n'est pas au bout. On n'a pas réussi à les mettre en évidence dans le cadre de cette étude. Donc, ça fera l'objet de prochains travaux. Voilà, j'espère avoir été clair mes explications et voilà, j'ai pas pu développer tous les points tout ce qu'on fait au CEREMA. J'ai voulu faire un petit focus sur ce point-là qui me semble important et intéressant. Je vous remercie et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais remettre la vidéo. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est vraiment un point très, très intéressant. Et si certains ici sont intéressés par cet aspect un peu plus technique, la vidéo de Laurent Arnaud, qui est justement au pôle bâtiment du CEREMA, développe très bien ce que vient d'exposer M. Gourlet, notamment les phénomènes de porosité dans les matériaux, les phénomènes de perspirance, de condensation, et comment ça jouait justement sur la régulation thermique. Donc voilà, ça sera exposé également en vidéo. C'est pas innocent, Laurent Arnaud était mon directeur de thèse. D'accord, ceci explique cela. Ouais, donc si jamais certains d'entre vous ont des questions, on vous invite à faire de la même manière que tout à l'heure. Donc levez la main et puis on vous donnera la parole. Oui, alors là on a des questions. Alors Violaine Jacolin, déjà. Oui, bonjour, merci à tous, merci pour la présentation de M. Gourlet. Je voulais juste savoir, là vous êtes attaché au béton de chanvre, et je voulais savoir si pour vous il y avait d'autres matériaux, enfin est-ce qu'il y en a en cours qui pourraient avoir, enfin des études en cours sur d'autres matériaux qui ont les mêmes propriétés intéressantes, ou est-ce que vous êtes centré que sur celui-ci? Enfin, d'avoir été aussi loin, parce que j'ai vu que vous avez parlé d'autres matériaux, mais d'avoir été aussi loin dans l'analyse. Voilà. Oui, alors, donc on peut faire, on travaille sur d'autres matériaux. Après, en fait, si vous voulez, d'un point de vue très scientifique, le béton de chanvre étant le matériau où il y a le plus de transfert hygrothermique, puisque finalement, on est sur un matériau où on est capable qui est capable de fixer beaucoup d'humidité de l'air ambiant. On peut avoir, de mémoire, on peut monter autour de 80% d'humidité relative, on peut monter à quasiment 60-70 kg au mètre cube d'eau. Donc il y a quand même beaucoup d'eau. Et ça, c'est un vrai moteur sur les phénomènes physiques qui du coup vont apporter ces économies d'énergie non prises en compte à l'heure actuelle, si vous voulez. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur ce matériau-là parce que d'un point de vue scientifique, c'est celui où on a les phénomènes les plus importants et que du coup, pour caler les modèles, c'est là où on voit mieux, voilà, où les phénomènes sont très, très amplifiés. Mais après, on applique finalement les mêmes modèles à des matériaux hygroscopiques également, tels que la laine de chanvre, la laine de bois. Voilà, mais on va dire les économies générées vont être un peu moins élevées. Mais après, si vous voulez, c'est sur des matériaux, les matériaux fibreux, où finalement on a déjà une bonne résistance. Oui, de bonnes performances de base, quoi. Le béton de chanvre, lui, ce qu'on constate dans un certain nombre d'opérations, c'est que ce que nous donne la note de calcul réglementaire et ce qu'on consomme réellement, on peut aller jusqu'à 30-40% d'économie d'énergie en réel par rapport à ce que nous annonçait la note de calcul. Donc ça,
c'est vraiment problématique pour la filière chanvre, puisque du coup, ils ne sont pas suffisamment bien pris en compte. Et du coup, voilà, il y a des vrais enjeux derrière pour leur développement, puisque si en vrai on a 40% d'économie en plus, eux, ils voudraient pouvoir le valoriser. Et c'était un peu l'objectif aussi de cette étude, c'est de pouvoir montrer que voilà, on a des arguments scientifiques sur lesquels s'appuyer. Et voilà. Mais on a également des gains sur d'autres types de matériaux, type laine de bois, laine de chanvre, mais qui restent de l'ordre, on va dire, d'une dizaine de pourcents maximum dans des cas bien précis. Mais on n'est pas fermé, on travaille sur tous les matériaux. Merci. Alors, il y a également une deuxième question de Monsieur Daniel Lolland. Oui, alors je me demandais vis-à-vis de la masse volumique du béton de chanvre, puisqu'on a vu que c'était un matériau qui était intéressant. Je me demandais par rapport à sa masse volumique et à sa capacité d'être un matériau porteur, jusqu'à quel niveau on pourrait aller dans une construction. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord, super. Je demandais vis-à-vis du béton de chanvre, puisque nous avons vu que c'était un matériau qui était intéressant et qui, par les caractéristiques que vous avez citées, je me demandais si c'était donc un matériau avec une masse volumique suffisamment importante et capable de pouvoir être porteur, et si oui, jusqu'à quel niveau? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le béton de chanvre, bon, c'est assez difficile quand même d'avoir du béton de chanvre porteur. C'est-à-dire que si vous venez gagner en résistance mécanique, vous allez perdre en performance d'absorption acoustique et de thermique et hygrothermique. Le mieux, ce qui se fait davantage, c'est de l'utiliser plutôt comme matériau de remplissage d'un bâtiment en ossature bois, parce que du coup, toute la partie mécanique est reprise par le bois, et finalement, vous allez pouvoir exploiter. Moi, c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière pour les performances hygrothermiques, mais je pense que si vous voulez vraiment utiliser son potentiel hygrothermique au maximum, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et de toute manière, je ne crois pas qu'il y ait de béton de chanvre où la résistance monte au-delà de 3 MPa. Donc finalement, 3 MPa, vous pouvez pas porter grand-chose, quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux privilégier une structure porteuse en ossature bois et puis s'en servir comme matériau de remplissage. Donc ça c'est en neuf, mais après on peut aussi l'utiliser beaucoup on l'utilise beaucoup d'ailleurs en rénovation, parce que du coup ça peut aussi permettre de gérer l'humidité sur du bâti ancien où on a des remontées capillaires, des choses comme ça. C'est un matériau qui est capable justement d'absorber cette humidité et de la relarguer là où il faut. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a eu également une question dans la discussion pour savoir si cette étude était publiée ou pas, si elle était publique. Oui. Elle est, alors juste, oui, alors en fait oui, elle est publique, elle est sur le site de Construire en Chanvre. Il y avait juste quelques corrections que j'étais en train de finaliser, puisque on voulait, là que je vous ai présenté en fait, hein, le rapport, j'étais vraiment en train de travailler dessus encore ce matin, il est disponible sur le site de Construire en Chanvre.
si je vous mettrai le lien tout à l'heure dans la discussion, là, je vous remets ça. Et juste, ouais, il faut juste que je leur renvoie la version définitive, puisque bon, bref, ils devaient attendre la version corrigée, mais j'ai vu qu'ils avaient déjà publié la version N-1. Mais voilà, donc elle est diffusée déjà. D'accord, super. Merci beaucoup. Mais s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous propose qu'on passe à la deuxième intervention. Oui, du coup, je voulais juste dire aussi qu'il y avait, je ne sais pas si tout le monde avait vu dans le chat, il y avait deux remarques de Laetitia Fontaine et de Bernard Boyeux. La première, c'est qu'apparemment, la combinaison Tarchanf présente des propriétés similaires à celles que vous évoquiez, M. Gourlet. Et Bernard Boyeux suggère d'aller voir le système Bio6 qui conjugue béton de chanvre et béton armé. Justement, ça répondait peut-être à votre question, M. Leland, pour avoir un bâtiment qui incorpore du chanvre, donc béton en structure et chanvre en remplissage, j'imagine. Voilà, c'était juste pour souligner ces deux remarques. Mais du coup, monsieur Delannoy, je pense que vous pouvez partager, c'est bon. Ça marche. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Alors. Est-ce que c'est bon pour la présentation? Ça marche. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, Guillaume Delannoy, je suis adjoint responsable développement industriel et études au CODEM et je vais vous parler plus précisément. Moi, je vous présente rapidement le CODEM et puis un petit document qui peut servir un peu à tous sur un guide sur la rénovation de parois en matériaux biosourcés qui peut être valable aussi en partie pour la construction. Et je vais vous parler du coup plus précisément un peu du développement de filières et notamment en discutant autour du colza qui est en cours de structuration, avec une petite conclusion sur quelques enjeux assurantiels et réglementaires qui sont importants sur ces écomatériaux. Donc rapidement, voilà, le CODEM, on est un centre technique dédié au développement et à l'évaluation technique, environnementale et sanitaire des écomatériaux, donc matériaux issus de biomasse ou de matières recyclées notamment. Donc, on existe depuis 2007, on était historiquement une association et depuis 2018, on est une entreprise, une SAS, avec 6 actionnaires, dont FRD, Fibre Recherche Développement, qui est notre actionnaire majoritaire, qui est aussi un centre technique dédié plutôt à la transformation de ressources végétales pour en faire des matériaux, et donc pas que dans le bâtiment. On est 6 collaborateurs, on a un laboratoire d'essai, une halle technique, on va très rapidement les voir après, et puis 3 pôles d'expertise, études et conseils, transfert industriel et essais. Donc, sur la partie études et conseils, donc on fait tout ce qui est études stratégiques, études de marché, disponibilité de la ressource. On accompagne aussi à la démarche d'éco-conception avec l'analyse de cycle de vie à l'échelle du produit avec la réalisation de FDES et aussi de l'analyse de cycle de vie à l'échelle du bâtiment. On accompagne aussi à l'obtention d'évaluations techniques pour les entreprises que l'on peut accompagner, donc avoir les avis techniques, les ATEX, parce qu'on est membre notamment du réseau national d'accompagnement du CSTB. Et on peut aussi accompagner sur des problématiques bien précises, la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre sur le choix des matériaux biosourcés pour leur bâtiment. Sur la partie laboratoire, donc on réalise plusieurs essais sur notre laboratoire d'essai, avec notamment la thermique et l'hydrique qui ont été justement très bien. On a vu l'importance de ces 2 paramètres-là sur la présentation d'Étienne précédemment, qu'on est notamment COFRAC sur ces essais-là. Puis après, on a aussi une forte expertise pour caractériser tout ce qui est matières premières végétales qui sont assez particulières et pour lesquelles il n'y a pas de normes. Et donc, on utilise notamment ce laboratoire d'essai pour nos actions de R&D. Donc, on peut accompagner nos différents clients ou dans le cadre de projets collaboratifs, le développement notamment de béton biosourcé, béton issu de matières recyclées, donc à l'échelle laboratoire, mais aussi à l'échelle industrielle, parce qu'on a des lignes industrielles qui permettent de faire notamment du développement de blocs, voire d'aller jusqu'à l'échelle 1, on va y revenir. Donc, on a aussi un axe sur le développement de panneaux, avec là aussi une machine industrielle pour faire des pré-séries et des prototypes.
Donc, les matériaux biosourcés dans le bâtiment, c'est un peu une petite introduction, mais c'est vrai qu'il existe aujourd'hui déjà beaucoup de produits présents pour de multiples applications. On a le bois structure, on a des isolants, on a des parois, on a des dalles de flot plafond, on a des revêtements de sol, des peintures. Il y a déjà pas mal de choses et qui valorisent beaucoup de ressources différentes, du lin, de la paille de riz, du chanvre, de la paille, etc. Donc, il y a aujourd'hui déjà pas mal de choses sur le marché, mais aussi pas mal de choses qui se développent. Donc, nous, un peu dans ce cadre-là, donc sur la partie vraiment isolation, on a sorti là cette année, en janvier, le guide de la rénovation de parois en matériaux biosourcés. Donc, le but de ce guide, c'était notamment de rendre compréhensibles les enjeux de la rénovation énergétique d'un point de vue un peu global et de mettre en avant le potentiel des matériaux biosourcés qui sont déjà structurés, présents sur le marché et de sensibiliser sur les points de vigilance ou les avantages différenciants de ces produits. Donc, il y a notamment un tableau de synthèse avec un peu tous les produits. Donc, ça rejoint un peu ce qu'ont fait les étudiants là, dans le cadre de l'Observatoire de l'immobilier durable, avec les performances thermiques, techniques, environnementaux et la présence ou non d'avis techniques d'ATEX. Donc, vous pouvez télécharger le guide sur notre site web. Ce guide il se présente là aussi sous forme de fiches. On a des fiches sur les isolants, sur les différentes familles d'isolants, sur le type de parois qu'on peut retrouver en rénovation. Donc, par exemple, ici, tout ce qui est plutôt briques et pierres. Et après, des propositions de mise en œuvre par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc voilà, je ne m'y attarde pas, mais je vous invite à télécharger ce guide au besoin. Donc là, le gros de mon propos, il est plutôt sur la manière dont on peut aider à structurer des filières, parce qu'il y a une vraie volonté ces dernières années de valoriser des ressources biosourcées locales pour une construction locale. Néanmoins, même si cette idée, cette volonté, elle est plutôt vertueuse sur le papier, cela demande quand même un certain nombre d'éléments clés, à la fois de structurer des filières, de valider techniquement un certain nombre de performances, d'avoir un vrai contrôle qualité sur la matière première et le produit fini, parce qu'on est sur des matières dont on a une certaine variabilité. Hein. C'est comme le vin, par exemple. Tous les ans, on a des variations. Dans nos produits qu'on peut utiliser dans le bâtiment, on a exactement la même chose. Donc, c'est des vrais sujets clés. Et il faut aussi qu'il y ait une perspective économique viable pour lancer un certain nombre d'actions de R&D, de structuration de filières, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important à avoir en tête. Et il y a vraiment une sorte de taille critique qui est pas évidente à cibler, mais qui est vraiment importante à avoir en tête lorsqu'on veut développer une filière locale pour une construction locale. Donc là, notamment, nous, pour le CODERM, on accompagne depuis un certain nombre d'années le développement de la filière colza pour la production donc, de béton de colza pour l'isolation et puis pour la construction, donc autour de 2 projets, Granupaille et BIP Colza. Donc sur Granupaille, l'idée c'était vraiment de valoriser la paille de colza qui aujourd'hui est laissée sur champ, qui est vraiment très légère, ce qui est vraiment assez intéressant. Donc l'idée c'était de pouvoir la valoriser comme isolant thermique, comme on fait sur le béton de chanvre, notamment. Donc là, l'idée, voilà, c'était de pouvoir valoriser cette paille qui est aujourd'hui pas du tout valorisée. Donc, il y a eu une cartographie qui a permis de voir que, notamment en Picardie, on avait pas mal de colza, mais c'est aussi vrai à l'échelle du territoire. Peut-être contrairement au lin ou au chanvre, on a en fait une disponibilité de la ressource qui est assez importante sur tout le territoire. Et on a des surfaces aussi cultivées qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes. C'est un projet qui a eu lieu de 2011 à 2015 avec un certain nombre de coopératives en Picardie. Donc, le projet s'est fait un peu en 3 phases. On a d'abord fait une petite étude de faisabilité pour étudier 3 voies de valorisation. Les isolants en vrac, le béton banché vraiment comme le béton de chanvre, donc non porteur, et des blocs isolants porteurs. Donc après, on s'est concentré sur la partie R&D, vraiment sur la formulation d'isolants en vrac et les bétons banchés, donc les 2 premières applications. Et globalement, les résultats étaient très intéressants, donc ce qui a permis d'avancer un peu sur le sujet. Le troisième module de cette étude, c'était plutôt la partie étude de marché, donc qui a été réalisée notamment avec FRD. Donc là, le but, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui était nécessaire pour structurer cette filière. Donc, il y a déjà eu une étude de marché assez détaillée sur le potentiel de valorisation des pailles de colza, donc dans les bétons comme isolants, mais aussi dans d'autres applications type tiers, paillage, plasturgie, panneaux.
là aussi pour avoir une viabilité économique importante. Il y a aussi du coup un gros travail de fait sur l'analyse de schémas de récolte, la manière dont les acteurs de l'amont agricole doivent se structurer et peuvent se structurer avec les choses qui existent déjà à leur disposition, et de créer, d'identifier les conditions de création de valeur au champ, donc vraiment là pour les agriculteurs. L'idée aussi, c'était de pouvoir prédimensionner l'unité de broyage, l'unité industrielle de broyage pour préparer cette paille de colza, parce qu'on va la récupérer entière, mais il faut la transformer en granulat. Donc, il y a eu tout un travail de fait pour dimensionner cette usine et partiellement la chiffrer, là aussi pour évaluer l'intérêt économique ou du moins le risque économique, le travail à faire sur la filière. Donc, on a pu conclure sur la chaîne de valeur potentielle de la valorisation de la paille de colza. Donc, vu les résultats assez intéressants, on a poursuivi cette étude. Donc, voilà, ça a abouti notamment à la rénovation de 2 bâtiments sur le territoire picard, où on a donc rénové des bâtiments qui étaient initialement en torchis par un béton de colza banché. Et donc, on a des très, très bons retours des habitants sur le confort, notamment dans ces bâtiments-là. Donc, on voit ici, hein, c'est un bâtiment au statut en bois. Et comme ça a été évoqué par Étienne, c'est vraiment un matériau qui va servir en remplissage. Donc voilà, comme il y avait des très bonnes perspectives, on a continué le développement de la filière colza avec le projet BIP Colza, donc qui est en train de se terminer, où là, on est plutôt parti sur une application bloc qui n'était pas traitée vraiment dans le projet initial. Donc, on a autour de la table donc, le CODEM, Point P, les coopératives agricoles sur le colza, donc notamment COP de France, Hauts-de-France, et l'université Picardie-Jules Verne. Donc là, on a renforcé la partie maîtrise du granulat, vraiment de quantifier la disponibilité de la ressource, de continuer à travailler sur la plateforme de broyage, de développer les tests et chantiers pilotes. Et donc là, notamment, on aurait en fin d'année potentiellement donc, des bâtiments qui seront réalisés en béton de colza sur du neuf. C'est un projet qui est financé par l'ADEME et la région de France notamment. Donc très très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on développe 2 applications. Le bloc isolant, qui est vraiment similaire au béton de chanvre qui a été évoqué, donc qui est non porteur, et un bloc porteur qui, lui, serait structurel, donc avec minimum 4 mégapascales, mais là, on n'est plus sur un matériau isolant. On améliore le caractère isolant de ces produits, mais il faut rajouter un isolant par-dessus. Donc, globalement, un bloc isolant, on récupère la paille broyée, on la passe dans notre malaxeur, on fait le béton sur notre presse de bloc et on a un bloc. Et pour le bloc porteur, on a simplement une phase en plus où il faut stabiliser initialement les granulats pour garantir les performances mécaniques de ces produits. Donc voilà, en quelques mots, le projet qui est en cours qui est toujours en développement. Je voulais du coup terminer en insistant sur quelques enjeux assurantiels et réglementaires, parce que c'est vraiment des éléments clés qu'on rencontre notamment dans la filière colza. C'est que le vrai sujet dans le bâtiment, ça reste la garantie décennale. Et donc, cette garantie décennale, on peut l'obtenir de 2 façons. Soit on négocie directement avec son assureur, soit on l'a de manière automatique si on est sur une technique traditionnelle ou courante. Donc, dans les techniques traditionnelles, qui sont couvertes par les DTU et les normes produits, on retrouve les panneaux de bois, on retrouve la boîte de cellulose. Dans les techniques courantes, on a les règles professionnelles, notamment pour la construction chanvre et la construction paille. On a des avis techniques pour les fibres de bois, notamment les isolants fibres de bois, et les appréciations techniques expérimentales pour le bloc de chanvre Biosis qui a été évoqué, parce qu'on ne rentre pas dans les règles professionnelles avec ce bloc, ou différents types d'isolants, par exemple ici, l'isolant de FBT isolation sur la paille de riz. Malheureusement, c'est des processus qui peuvent être assez longs et coûteux, et donc qui ne sont pas toujours accessibles à des PME innovantes, ou du moins à des toutes petites structurations de filières qui ne pourraient pas aller chercher ces avis techniques ou ces ATEX qui sont assez coûteux, parce qu'il faut apporter un certain nombre d'éléments, les propriétés les propriétés au feu, les propriétés mécaniques, la durabilité, etc. Donc, c'est un vrai coût, ça demande de l'énergie. Et donc, il y a là aussi une taille un peu critique pour l'obtention de ces certifications. L'autre point qui est vraiment aussi important, c'est la partie plutôt environnementale, donc l'analyse de cycle de vie, qui est un des
cœur de la RE 2020. Donc, on a la prise en compte d'un coût carbone dans le bâtiment pour la RE 2020, donc, qui est basée sur l'analyse de cycle de vie. Donc, on va prendre en compte l'extraction des matières premières, la production des matériaux, leur transport jusqu'au chantier, l'énergie nécessaire à construire notre bâtiment, la vie dans le logement et la fin de vie. Donc, pour ça, on s'appuie sur les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui sont pour les produits. Et si on n'a pas ces FDES spécifiques aux produits, on va du coup, pour faire l'analyse du bâtiment, on va utiliser des données par défaut et qui sont fortement pénalisantes. Donc, c'est un vrai enjeu aussi pour les matériaux biosourcés ou pour les matériaux innovants en règle générale, d'avoir ces FDES pour pouvoir faire prendre en compte les avantages des matériaux biosourcés, qui est notamment le fait de pouvoir stocker du carbone dans le bâtiment pendant 50 à 100 ans. C'est notamment le cas pour les coproduits agricoles ou les matières recyclées. Un des soucis aujourd'hui des matériaux biosourcés, c'est que sur la partie fin de vie, comme c'est des matériaux qui sont relativement récents, il n'y a pas forcément eu beaucoup de déconstruction de bâtiments. Et donc, on est plutôt aujourd'hui sur de la mise en décharge comme scénario par défaut, notamment dans les FDES. Donc, on n'a pas encore cette partie recyclage ou valorisation énergétique ou agronomique. Donc là, il y a des projets, notamment au CODEM, sur cet aspect-là. Donc, simplement, voilà, ce qu'il faut un peu retenir sur les matériaux biosourcés, c'est que ça demande vraiment une structuration des filières de l'amont jusqu'à l'aval. Ça demande pour l'amont agricole de vraiment se mobiliser, s'organiser. Comment est-ce qu'on récolte la paille? Comment est-ce qu'on la stocke pour garantir la bonne qualité du produit? Ça demande aussi d'organiser une première filière de transformation. Comment est-ce qu'on broie? Comment est-ce qu'on contrôle la qualité de notre broyage et de notre produit pour après l'inclure dans un processus industriel? C'est aussi de pouvoir développer à l'échelle de la R&D ces produits, les formuler, travailler sur le changement d'échelle et mettre en avant les performances différenciantes du biosourcé. De pouvoir expérimenter ces produits, d'avoir des premiers retours d'expérience à l'échelle 1 via des démonstrateurs ou des bâtiments pilotes. Et après, pour massifier ces solutions, il y a un vrai sujet sur à la fois l'obtention d'une évaluation technique pour obtenir cette garantie décennale, réaliser les FDES performantes pour là aussi mettre en avant les avantages des matériaux biosourcés. Et bien sûr, un vrai élément clé qui est un petit peu été mentionné dans la présentation de ce matin, c'est aussi tout ce qui est formation initiale et continue pour que les artisans, les architectes, les maîtres d'œuvre puissent se sensibiliser à l'arrivée de nouveaux produits et de nouveaux systèmes constructifs. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Delannoy. Alors, Laura n'est pas là tout de suite. Moi, j'ai une petite question alors, on en a discuté un petit peu avec mes étudiants, là, et malheureusement, on n'a pas pu venir vous voir, mais on voulait venir faire une visite. Vous parliez juste à la fin là, de sensibilisation des maîtres d'ouvrage, maîtrises d'œuvre, etc. C'est possible d'organiser, je pense même en termes de Bouygues Construction, pour moi, d'organiser des visites dans votre centre avec un espèce de parcours de sensibilisation. Ça, vous le faites un petit peu? C'est des choses qu'on peut imaginer. Alors, c'est vrai que du coup, nous, comme on n'est pas un centre de ressources, aujourd'hui, on n'est pas forcément là. On peut faire de manière très spécifique ce type d'action, effectivement, notamment autour de nos actions de R&D, autour de notre laboratoire et de notre halle technique. C'est des choses qu'on peut faire sans souci. Mais c'est vrai que du coup, on est un centre technique, donc on a ce côté technique, on va pas aller prendre notre voiture et aller rencontrer tout le monde, mais c'est clair que dans un cadre très spécifique, bien cadré, c'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer et qui sont effectivement très intéressantes parce que nous, dans notre métier, on voit vraiment du coup l'accompagnement sur ces filières depuis l'amont jusqu'à la mise sur le marché. Et donc, on a une bonne vision pour répondre à pas mal de questions sur ces aspects-là. Donc, il n'y a pas de souci pour imaginer cela. D'accord. Je trouve que c'est intéressant pour des opérationnels de pouvoir venir un peu toucher, soit d'avoir une petite présentation de R&D, mais aussi de pouvoir toucher un peu l'industrie, entre guillemets, du doigt. Donc c'est pour ça que je passerai un petit coup de fil, on viendra vous voir, je pense. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça qu'on on va voir si ça peut se tenir, mais on organise une journée le 10 juin sur notre site au CODEM, justement, où le but, c'est justement de faire des ateliers de démonstration. Donc, il y a une partie conférence et stand, mais aussi de montrer c'est quoi un béton de chanvre, comment ça se projette,
comment on pose un isolant type fibre de bois ou coton recyclé, enfin voilà, de mettre, enfin que les gens puissent se rendre compte du matériau, et puis pouvoir les toucher, de pouvoir discuter de mise en œuvre. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, effectivement, pour massifier un peu ces solutions. D'accord, super, merci. Super, ouais, merci beaucoup. Alors, Monsieur Leland, je ne sais pas si votre main est levée depuis la dernière question, ou si vous aviez une autre question. J'ai oublié de la baisser, excusez-moi. D'accord, non, pas de problème, pas de problème. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières relatives à ce que fait le CODEM, bien également sur les présentations précédentes? S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très très clair. Certainement, oui. En tout cas, oui, c'était un grand merci pour vos deux présentations. C'était en effet très intéressant et ce sont des sujets qu'on traite à l'OID depuis quelques années et on aimerait en effet aller encore plus loin. Et donc là, les travaux des étudiants nous permettent en fait de mettre un pied dans l'étrier sur ce sujet des bio, des écomatériaux biosourcés et géosourcés. Ouais, en effet, la structuration des filières est quelque chose de très important et je pense que les étudiants ont en effet rencontré cette problématique dans leurs travaux et c'est quelque chose de primordial pour la suite. Alors oui, je vois là qu'il y a un commentaire de Geneviève Grand, également sur la sensibilisation de l'ensemble des acteurs est importante, ainsi que le lien avec les achats durables. Et c'est en effet quelque chose qui est absolument nécessaire. On a par ailleurs un travail à l'OID donc sur les achats responsables en immobilier. Et cette question des matériaux, des écomatériaux avait été abordée, mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on se replonge là-dedans pour aller encore plus loin et intégrer toutes les problématiques que vous avez soulevées. Alors, toujours sur le chat, je vois une autre question sur la fin de vie des écomatériaux. Si vous pourriez juste revenir rapidement dessus et en quoi elle est problématique. Donc, sur la fin de vie, il y a un peu deux sujets. Alors, nous, sur le projet qu'on mène, c'est vraiment spécialisé sur les bétons végétaux. Donc, la principale difficulté, c'est qu'on mélange deux matériaux. On a une chaux, une matrice cimentaire et un granulat végétaux. Donc, on n'est pas sur un matériau biosourcé à 100%. Donc, à la fois, on n'est pas vu comme un matériau inerte par Veolia, Suez ou autres qui viennent traiter les déchets. On n'est pas sur un matériau type béton classique, inerte, qu'on peut enfouir sans souci, parce qu'on va avoir une macération un peu de la partie végétale qui va créer du méthane. Et donc, ça, c'est des problématiques importantes sur l'enfouissement. Et à la fois, on n'est pas sur une matière qu'on va mettre dans les déchets verts, parce qu'on a cette matrice minérale qui est là en quantité relativement importante. Donc, on est aujourd'hui ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, il n'y a pas de classe aujourd'hui sur ces déchets-là, ce qui est une vraie problématique. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que, on va dire même sur les matériaux biosourcés en règle générale, une laine de chanvre avec 10-15% de polymère pour faire la liaison entre les fibres, comment est-ce que ça se traite? Est-ce que c'est vraiment compostable? Oui, non. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études qui ont permis de le montrer. Donc, il y a peut-être des solutions qui sont opérationnelles, mais aujourd'hui, on n'a pas encore tous les essais qui permettent de le montrer. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. Donc, je sais qu'il y a d'autres études en cours sur, on va dire, tout un peu le reste, les parties plutôt laine végétale, pour apporter un certain nombre d'éléments, en sachant que dans les FDES, on doit prouver techniquement et de manière économique aussi la viabilité du scénario que l'on choisit. Donc, si on dit que c'est recyclable, il faut que ce soit réel et que ce ne soit pas juste on a bidouillé ça en labo et ça marche. Il faut montrer qu'industriellement, c'est valable et qu'il y a des filières de collecte qui permettent aussi de réellement valoriser le matériau en recyclage, en valorisation énergétique ou autre.
Donc, il y a une double problématique, une technique et une un peu plus réglementaire sur la partie FDES, où il faut une réalité économique pour que ce soit accepté, ce qui est relativement logique. Oui, bien sûr, oui. Merci. Alors, d'autres questions également. Est-ce que le CODEM s'implique pour former des MOE ou des bureaux d'études à l'utilisation des matériaux biosourcés? Et en effet, c'est l'absence de formation de ces métiers qui bloque parfois la mise en œuvre sur les projets. Donc, aujourd'hui, on n'est pas un centre de formation, donc on est plutôt dans de l'accompagnement technique, un maître d'ouvrage ou un bureau d'études qui se pose des questions, de pouvoir l'alimenter, de pouvoir l'accompagner sur ces thématiques-là. Après, on peut très bien imaginer une formation sur mesure sur une thématique donnée, une grande entreprise qui veut sensibiliser ses architectes ou ses ingénieurs sur le sujet. On peut très bien imaginer une formation spécifique. On n'est pas centre de formation, donc c'est là où on peut faire des choses par notre savoir-faire et accompagner du coup de manière très spécifique un sujet. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour la filière bois en Rhône-Alpes. On les a accompagnés sur la partie éco-conception. Donc, on a designé pour eux une formation spécifique. Voilà, donc on peut accompagner là-dessus. Après, il y a aussi d'autres formations. Par exemple, sur la construction chanvre, ils ont aussi un module de formation spécifique à destination vraiment des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre. Il y a aussi, effectivement, dans la filière paille aussi des choses là-dessus. Il y a aussi, porté par les DREAL, des formations sur les biosourcés pour les maîtres d'ouvrage plutôt publics, donc pour justement les sensibiliser, montrer les choses qui sont faisables, la manière de monter aussi les appels d'offres. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a du travail là-dessus, effectivement, c'est un vrai sujet. Et puis peut-être juste sur les propriétés au feu, là, j'ai vu qu'il y a une petite question. Alors, c'est très différent. Les bétons végétaux ont des très bonnes résistances au feu. Donc là, il y a des résultats qui ont été publiés très récemment par Construire en Chanvre, l'association qui porte les règles professionnelles en chanvre. C'est aussi le cas sur la paille. Et ça a des bonnes résistances au feu. Et après, sur les isolants, on va dire plus laine, forcément, il y a plus d'accessibilité pour la combustion. Donc, il peut y avoir besoin de traitements anti-feu supplémentaires, on va dire, par rapport aux matériaux bruts qu'on pourrait avoir sur la paille ou sur le béton de chanvre. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques particulières par rapport à ces interventions? Pas spécialement, incompris. Alors, je vais juste reprendre la main sur le support. Alors, peut-être juste avant de terminer, je vais remercier nos intervenants de ce matin et puis les étudiants également pour tout le travail réalisé depuis le mois d'octobre. Donc, il y a vraiment un gros travail qui a été fait et donc voilà, de très grande qualité par une large variété de typologies de livrables. Alors oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot ou Adrien pour clôturer votre travail. Je vous en prie. Oui, là-dessus. Alors, les étudiants, vous voulez dire quelque chose, un petit mot de conclusion? Simplement, un grand merci d'avoir participé, d'avoir été aussi nombreux à l'événement. On est content que ce travail soit concrétisé. On espère surtout que ça va vous servir. C'était la destination première du travail. On va mettre ça disponible dès que possible. Et en tout cas, on espère que ça aura une portée concrète et que ça ne restera pas lettre morte, entre guillemets. Oui, c'est là-dessus que je voulais conclure. Le travail qui a été fait est conséquent et je pense qu'il est très pratique. Donc, si je devais avoir un dernier mot, c'est que j'encourage chacun d'entre vous à lire ces documents et à les faire vivre de manière à ce qu'on ne soit pas la 50 millième étude sur le sujet, mais qu'on soit
une étude ou une petite brique une petite brique de chanvre dans la montée de ce sujet pour nous tous, membres de l'OID ou intéressés par ces questions. Oui, tout à fait. Merci Adrien. Et du coup, ça me fait penser qu'en fait, si vous avez des remarques, des éléments supplémentaires à ajouter sur ces fiches, des choses qui vous paraîtraient intéressantes à intégrer, n'hésitez pas à nous écrire donc à l'adresse contact de l'OID, parce que nous, l'objectif, c'est de faire vivre ces fiches. Donc là, elles ont été réalisées, mais voilà, on pourrait très bien imaginer une mise à jour d'ici quelques mois si on voit que certaines choses devraient être intégrées, puis s'il y a un besoin supplémentaire de votre part. Donc voilà, nous on est vraiment en attente de ce côté-là. Comme évoqué, donc on refera une communication particulière avec tous les liens des livrables. Il y a actuellement le guide donc, qui est disponible sur Taloen et puis certaines vidéos sur notre chaîne YouTube. Et donc juste pour conclure ce webinaire, je vais revenir sur les prochaines dates de l'OID. Donc la semaine prochaine, nous avons un webinaire de présentation du guide des actions adaptatives, donc qui est également en ligne depuis ce matin. Donc n'hésitez pas à aller le consulter et vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine. La semaine prochaine également, nous aurons un GT adaptation, donc sur l'adaptation au changement climatique. Toujours la semaine prochaine, une démonstration de l'outil Opera. Et puis, donc la semaine suivante, un GT biodiversité. Une autre session de l'outil Opera, donc pour la remontée des données dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire. Et puis, enfin, nous vous informions que le MOOC bâtiment et biodiversité sera de nouveau ouvert. Donc, il y a une deuxième session qui commencera le 27 avril. Donc, c'est une formation qui a été proposée par l'OID et par Wild Trees dans la première session a eu lieu au mois de novembre. Donc, pour comprendre le lien entre le secteur du bâtiment et la biodiversité. Donc, ce MOOC est bien entendu ouvert à tous et disponible sur la plateforme MOOC bâtiment durable. Voilà, donc encore une fois, donc c'est disponible sur Taloen. N'hésitez pas donc à nous recontacter. En tout cas, un grand merci pour votre attention ce matin. Un grand merci à nos intervenants et aux étudiants donc pour tout le travail effectué. Merci. Voilà, donc merci à tous et puis on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.